tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. On va parler cette fois-ci du Meizu Pro 6 Plus, ce smartphone qui est donc tout simplement un smartphone audiophile, un peu comme à la manière, nous, ce qu'on a en Occident, on va dire entre guillemets, avec HTC, le HTC 10 ou 11. Ici, on a le Meizu qui a déjà la bonne chose de dire quel est le DAC qui est embarqué dans ce smartphone, donc qui est un Sabre ES 9018K2M, donc plutôt du moyenne gamme à peu près, moyen haut de gamme, donc plutôt une bonne puce de ce point de vue-là. Et surtout, en plus de ça, il garde la jack. Vous savez, la jack, le truc qui est important quand même dans un téléphone, pour encore beaucoup de gens, hein, parce que bon, l'USB Type-C, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout pour recharger ou écouter la musique en même temps, surtout. Et donc, ce qui fait que ce smartphone, en ce moment, donc, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si c'est quelque chose qui va rester, mais le smartphone est en promo à 400 €, il est sorti à 550, et donc, c'est un smartphone qui, bon, il est en fin de vie, hein, le Pro 7 a été annoncé. Pour ceux qui l'ont vu, on a une annonce, nous, en France, fin août. Et donc, ce smartphone-là, il est plutôt bien équipé. On a 4 Go de RAM, le Exynos 8090 qu'on retrouve du côté de chez Samsung, de la charge rapide avec de l'USB Type-C. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'a pas de carte SD par rapport au Pro 5. On en reparlera dans la partie audio, justement. Pourquoi je trouve ça dommage, particulièrement sur ce téléphone, de ne pas avoir de carte SD. On a de l'écran 2K, on a l'appareil photo, le flash delete qui était déjà sur le Pro 6 et que j'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de différenciant sur un téléphone. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Et là, pour le coup, le flash delete est assez intéressant. Il reviendra tout à l'heure. Voilà, lecteur d'empreintes. Et bien sûr, en plus de ça, j'ai la particularité. Déjà, donc, on n'est déjà pas beaucoup à pouvoir l'avoir testé, ce téléphone. Mais en plus, je vais pouvoir le tester sous Flyme 6, qui est toujours sous Android 6. Bon après, ça c'est encore autre chose, j'en expliquerai sur la partie surcouche. Mais Flyme 6, donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un smartphone en termes de test qui est à jour. On se retrouve donc sur le design. Alors là, donc on va commencer par le dos directement. Donc ici, on a c'est unibody, hein, toute une partie métal avec ces antennes arquées, les arcs antenna qui ont été utilisés par la première fois par Meizu, qui a été très fier d'utiliser ça et qui est utilisé par d'autres acteurs, notamment Apple, mais d'autres aussi. On a Verne, je crois qu'Oppo les utilise aussi. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport aux autres, et même Xiaomi, ça reste différent. C'est-à-dire qu'ils ont encore leur propre design au niveau des antennes arquées, courbées, là où d'autres acteurs ont tendance vraiment à suivre le long pour être le plus discret possible. Alors que là, ça fait partie du design. Donc déjà, bonne chose. On a Meizu. Ici, on a ici le flash delete. Alors, il y a une petite amélioration par rapport au Pro 6. Donc, pour le montrer, en fait, je sais pas si ça va se voir, mais c'est légèrement vers l'intérieur. On peut le voir un peu qu'il y a un espèce de petit chanfrein. C'est un peu pour le protéger de toutes les rayures, parce qu'en général, là où l'appareil photo, qui lui ressort
hop ici comme on peut le voir ici, qui est en général plus protégé par un verre qui est en général bien meilleur. Ici en fait comme c'est en plastique, ça renforce forcément, ça va prendre plus facilement les rayures. Là ce qui est bien c'est que pour ça comme c'est légèrement, là on le voit bien, là c'est légèrement renfoncé, très légèrement, c'est presque pas visible d'ailleurs, et bien ça va permettre d'éviter les rayures. Bon, on va sortir du zoom, c'est dégueulasse. Ensuite, on va faire donc les tranches. Au niveau des tranches, la partie gauche, on aura droit juste donc ici à la partie, le tiroir SIM, donc dual SIM, dual nano SIM exactement. En haut, on aura juste le micro ambiant pour supprimer les bruits tout simplement. À droite, on aura droit avec ce petit renfoncement qu'on peut voir un petit peu au niveau des touches ici. Donc la touche volume et donc volume et power, donc classique. Pas de choses différenciantes par rapport à certaines marques. Hein, c'est aussi lisse que le reste. Ça ressort juste un petit peu. D'ailleurs, ce qui est assez bien, c'est que c'est très discret. On peut le voir. Hein, ça ressort très très peu et pourtant ça se ressent plutôt bien. Donc ça change un petit peu en général. On a des boutons qui ressortent franchement. Là, ça reste encore assez discret. En dessous, on a droit donc au ici port USB Type C avec des petites vis pour pouvoir le démonter. Le haut-parleur ici qui est assez gros. Ici le micro primaire et la jack qui est encore présente chez Meizu. Meizu ne compte pas l'abandonner. Merci à eux. En façade pour terminer, donc là on a droit à un écran de 5.7 pouces qui est plutôt bien optimisé. On y reviendra au niveau de l'écran avec lecteur d'empreintes ici. Qui lecteur d'empreintes, qui j'en profite tant que j'en parle, est assez réactif. On en reparlera sur la surcouche puisqu'il est multifonction, comme ce qu'on retrouve maintenant avec OnePlus ou Honor avec l'Honor 9 ou encore Moto Z, enfin Moto avec les Moto Z et Moto G5. On a droit ici à une LED de notification qui là pour l'instant s'allume pas. Ici on a le haut-parleur et ici l'appareil photo. Pour la partie capteur de proximité, je suppose, alors je les vois pas très bien, mais qui sont là en fait, entre le haut-parleur et l'appareil photo, sinon je ne les vois pas. Et on voit la petite LED de notification qui s'allume, qui est d'une seule couleur. Donc un design que je trouve assez réussi, qui, par rapport au Pro 6 et au MX6, ont le grand avantage de ne pas ressembler à Apple et d'avoir pour le coup vraiment son propre design. C'est surtout assez dur aujourd'hui et surtout en plus de ça, les marques chinoises aiment énormément Apple et ils aiment leur rendre hommage en reprenant exactement le même design. Donc on se retrouve forcément avec des copies ou des choses très ressemblantes et ce qui fait que forcément, ah bouh, China, copie, ah, blablabla. Et là pour le coup on peut pas dire ça. Et j'en suis très heureux puisque là on a vraiment ce qu'on retrouve sur les premiers Meizu, vraiment une identité propre. On a parce que sur les MX6 on a quelque chose qui est assez semblable, par exemple pour le Pro 6. Mais le gros problème qui fait surtout penser à Apple, c'est ce dos qui est très plat avec quelque chose de très arrondi ici et très arrondi de façon assez particulière. Ça reste vraiment arrondi, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que là où ça va jouer un petit peu, là par exemple ici c'est arrondi, mais il y a une partie un peu plus plate, alors qu'ici c'est un angle très élevé, alors que normalement avec Apple c'est un arrondi parfait, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour la prise en main, ce que j'aime pas du tout d'ailleurs, puisqu'on a l'impression d'avoir pas vraiment le téléphone en main. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus plat, donc ça supprime cette impression qu'on avait avec le MX6 ou le Pro 6. Donc là, on a vraiment quelque chose de différent, puisque là, c'est un petit peu courbé, avec aussi, pareil, quelque chose de plus plat ici, et donc la prise en main est bien meilleure d'ailleurs, on a vraiment l'impression d'avoir bien le téléphone en main. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. Pour une dernière chose aussi, au niveau du design, donc au niveau de l'écran, on a un écran qui est arqué en 2,5D, mais qui est très franc par contre. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a quelque chose qui est très franc et qui est assez présent quand même, hein, on peut le voir. La bande est vraiment vers l'intérieur par rapport à d'autres appareils où c'est beaucoup plus léger. Là, c'est vraiment un gros 2,5D et ça joue pas mal sur le design en fait. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais sur l'écran, pareil, ça fait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que ils ont fait une différenciation de ce point de vue-là, et ce qui fait que on apparaît quelque chose de très anguleux, avec plus d'angle que je trouve que la plupart des téléphones, et comme en plus de ça, ça ne joue pas sur cette partie-là, on a juste quelque chose qui joue plus, je trouve, sur la façade, avec une impression de sérieux, j'ai envie de dire, et pas de côté un peu design, plus de sérieux, avec ce côté très franc de cette rainure en fait. Vraiment, on a vraiment une espèce de coupure, c'est pas genre tout doux, c'est vraiment paf. Et oui, j'aime bien paf.
Et donc, ce qui fait que ça joue un petit peu sur une impression particulière d'avoir quelque chose qui est à la fois sobre, puisqu'on a pas grand chose, hein, c'est-à-dire un écran avec le lecteur d'empreintes, mais pourtant c'est sobre, et c'est quand même différent juste par ce truc-là. C'est très con, mais j'ai toujours trouvé, que ce soit en sensation ou que ce soit visuellement, je l'ai toujours trouvé différent en main et différent visuellement sur la façade par rapport à un autre appareil, où la plupart des appareils, j'ai toujours l'impression de voir la même chose de façon visuelle, de façon physique, pas forcément en termes de couleur, mais de façon physique, avec ce 2,5D qui est maintenant utilisé tout le temps. Là, il est utilisé différemment, je trouve, et donc ce qui fait que ça donne un air un peu plus sérieux et un peu différent par rapport à la concurrence, qui est assez appréciable. Au niveau de la surcouche, donc là j'ai l'avantage et l'immense avantage par rapport aux autres testeurs, puisque je le teste un peu en retard pour le coup, j'ai l'avantage de pouvoir le tester bien après tout ça, et surtout d'avoir Flamey 6 qui est déployé. Donc ce qui fait que je peux me faire une petite idée de l'appareil avec cette nouvelle surcouche Flamey 6 qui est en version 6.1.0.0.g. Par contre le correctif c'est pas encore ça chez eux. Première chose à savoir, alors il y a deux choses à savoir sur la navigation et aussi sur Google. Google, comme vous le voyez ici, c'est installé. Sauf que à réception, et c'est un choix de la part de Meizu, et c'est ce que certains le voient, c'est que justement le problème c'est que ce n'est pas installé. Vous avez deux solutions. Soit vous passez par l'App Store de Meizu, qui contient donc soit pas mal de petites choses. Alors après, est-ce que c'est en français? Je vous avoue que je ne suis pas allé regarder plus que ça. Un problème. Alors justement, ce que je voudrais savoir en haut. Donc on a quand même Facebook, etc. Où est Google? Je ne sais pas, parce que je suis pas passé par là, moi, parce que justement, comme il n'y a pas de bouton recherché, ça me saoule très vite. Ce qui fait que vous avez, voilà, Google App Installer, qui permet d'avoir justement Google. C'est-à-dire que là, en gros, ils essaient de montrer un peu, d'avoir un store différent, donc c'est plutôt bien de proposer un store différent. Le problème étant que, forcément, on est store Google, c'est beaucoup mieux pour pas mal de choses. Donc, ce qui fait que vous pouvez l'implanter. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez Google Apps Installer qui est pas forcément la dernière version. Il y a une version de chez Xiaomi qui est le New Google App Installer que je vous mets dans la description pour que vous puissiez récupérer ça et donc avoir un maximum de choses qui soient accessibles, que vous aurez peut-être pas forcément avec celui-là. Ce qui vous permettra tout simplement de mettre votre compte et donc de pouvoir aller chercher donc vos jeux en termes de sauvegarde ou tout simplement Gmail, etc., YouTube de base. Parce que moi j'utilise forcément au quotidien, vous pouvez le voir, il y a au moins 4 applications visibles à l'écran d'accueil qui fait que forcément j'en ai besoin. Autre chose, vous avez pour la navigation, c'est un peu comme ce que représente donc là, actuellement les Moto G5 ou Moto Z2 ou encore OnePlus ou encore Honor maintenant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le bouton pour plusieurs choses. Tout d'abord pour pouvoir faire apparaître le multitâche. Donc en fait c'est en allant vraiment ici ou ici. Vous sortez de l'écran et en fait vous allez vers l'intérieur, ça fait apparaître le multitâche. Un multitâche qui d'ailleurs de Flyme 5 qui ressemblait beaucoup à Android à Flyme 6 qui ressemble un peu trop à Apple. Donc bon c'est fluide etc. Mais bon c'est très très Apple quoi. C'est ça le truc que moi je n'aime pas trop. Après c'est un choix. Alors après vous avez quelques petites choses hein, donc soit vous la dégagez, soit vous la verrouillez, vous pouvez la verrouiller ou la mettre en secret. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas apparaître. Et vous avez le multitâche, mais qui est très limité, puisque c'est le multitâche qui est un peu autorisé par Meizu, c'est-à-dire que comme on est en version 6.0, ça n'utilise pas ce côté universel qui a implanté Google. Et le problème c'est que comme je ne sais pas sur cet appareil-là quand est-ce que va arriver 7.0, vous n'êtes pas prêt d'avoir un multitâche qui soit fait pour toutes les applications. Au-delà de ça, après on a une surcouche qui en soi reste assez... justement, elle n'a pas trop de choses et c'est ça qui est intéressant. Elle reste assez légère en soi, elle est juste beaucoup retouchée. Donc, vous pouvez voir. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont maintenant mis ces interactions-là qu'il n'y avait pas avant. Je me rappelle pas sur Flyme 5 d'avoir ça. Là, ils les ont mis, ça c'est plutôt cool.
Vous avez pas mal de petites options, donc notifications pour gérer. Vous n'avez pas forcément une traduction qui est parfaite. Elle s'améliore au fur et à mesure, qui est de plus en plus logique. Par exemple, notification management, forcément, on l'a pas encore. Réveil sur notification, vitesse actuelle du réseau, barre détail merci, pourcentage de batterie. Vous avez... alors après, je sais plus où c'était. On y reviendra, enfin, je vais la retrouver facilement. Son et vibration, donc là, vous pouvez gérer. Chose qui est améliorée par rapport à Flyme 5, c'est que cette fois-ci, vous avez... hop. Ici, en fait, avant, quand on réglait, en fait, c'est que la partie musique qui s'affichait. Maintenant, on peut appuyer pour avoir tout qui s'affiche, ce qui fait que ça va rendre heureux certains qui se plaignaient de ce problème-là. C'est le pire si tu me regardes. Ify Sound, alors là, vous allez pouvoir la possibilité, selon le casque, de pouvoir gérer, en fait, selon ce que vous préférez, un gain élevé pour les écouteurs. Donc, auto, donc là, il va faire selon ce qu'il arrive à détecter. Donc, je pense à par rapport au voltage, à l'alimentation qu'il demande. Gain faible, gain élevé, ligne de sortie, selon ce que vous utilisez. Donc, ça, c'est plutôt intelligent. Il précise bien qu'en plus de ça, il peut lire les meilleurs CNA et OPA 32 bits, donc ça va être des formats de fichiers audio. Prend en charge des sources audio 16-24 bits de 44 kHz à 192 kHz et qu'on peut le gérer. Les utilisateurs peuvent choisir... bon, après, on y reviendra sur la partie son, ce sera le plus normal. Retour au bouton d'accueil. Donc là, on peut mettre un son, tout simplement. Retour tactile, fort, moyen ou léger, vous avez une petite vibration selon ce que vous préférez, son et vibration système, bon voilà, cette partie-là, on a personnalisé, donc là on a justement police en gras ou non, donc pas maintenant. Comme vous voyez par contre, comme elle n'est pas très adaptée pour quelque chose d'européen et notamment français, vous voyez le redémarrer, il est assez dégueulasse. Donc ce qui fait que ça c'est un peu dommage pour ce genre de choses. Vous avez un système de thèmes, vous pouvez vous connecter en fait, vous avez même un compte si vous voulez, mais vous avez quand même de quoi pouvoir changer les thèmes, ce qui est pour Flyme, c'était pas accessible avant. Donc ce qui fait que là vous pouvez les modifier, donc ça c'est une bonne chose et un de plus pour ça. Ensuite, vous avez le mode facile pour ceux qui seraient intéressés, donc assez simple au final, comme vous voyez, quelque chose de classique aujourd'hui. Affichage et luminosité, donc là vous pouvez gérer la luminosité, vous pouvez gérer donc le verrouillage automatique, pas taille de la police petite, imaginez en plus c'est petit, pourtant on a ce genre de problème où là par exemple, non ça, là c'est bon, mais si je vais mettre en moyen, comment ça va s'afficher ? Non, ça va, ça s'adapte, d'accord. Mais selon les choses, ça va pas être forcément bien. On a ça donc pour gérer pour l'écran, hop ici, on va le renlever. Hop, température des couleurs, donc ça quelque chose de classique. Donc selon si vous voulez quelque chose de plus froid ou chaud, donc ça reste par contre assez léger. Et toujours affiché. Alors là, on ne sait pas ce qu'on affiche, mais toujours affiché. Donc toujours affiché, je pense que c'est justement l'heure, en fait, justement. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais ça doit être ça au final. Parce que sur le Flyme 5, c'était plus clair que ça. L'empreinte digitale, donc là les empreintes digitales, un mot de passe, ouvrir, vous voyez, ouvrir au lieu d'ouvert. Vous avez la possibilité d'avoir un coffre-fort, verrouillage d'application, mode de confidentiel, mode invité, accès aux notifications. Donc là on peut voir ce qu'il peut y avoir, administrateur, voilà, donc source inconnue. Hop, ici, batterie. Donc batterie ça a changé aussi, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Ici on a quelque chose d'un peu plus simple à comprendre. Par contre à la fois on perd en fait totalement le détail de la consommation avec la barre. Là on l'a plus du tout. Maintenant on a directement ici, donc par exemple matériel, on peut voir la consommation ici comme ceci. Donc affichage, on peut aller même à l'option, d'accord. Durée ici, donc on peut voir après combien de temps, il y a des petites choses sympas quand même, c'est qu'on peut voir combien de temps on est resté allumé, donc beaucoup de YouTube, GFX, etc. Donc ça c'est intéressant, sachant que par contre on a toujours cette gestion 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Ils ont ajouté 24 heures, donc attention, selon ce que vous avez fait, si vous voulez avoir votre consommation exacte. Vous avez le mode faible consommation, donc ils vont gérer tout ça. Donc là par contre c'est le mode de faible consommation d'énergie, contrôlant intelligemment le Bluetooth, GPS, les sons, retour tactile, autres fonctionnalités, limitera le nombre d'applications d'arrière-plan, etc. Et donc et on peut même désactiver le réseau lorsqu'on est en mode veille. On a aussi le mode super économie d'énergie qui, comme on peut le voir, est tout simplement au minimum. Donc avec navigateur, on peut quand même aller sur le navigateur, photos, messages, et voilà, c'est le minimum. On peut gérer donc application autorisée.
on gérer quand même les applications qu'on veut. Donc si jamais vous êtes sur un forum ou quoi que ce soit et que vous avez besoin du mode super économie d'énergie, eh bien vous pouvez l'utiliser comme cela, vous pouvez l'activer. Donc ça, chose intéressante. Ensuite, nous avons le compte Meizu, donc qui peut permettre des petites choses, donc des thèmes et fonds d'écran illimités et gratuits. Synchronisation des données aussi, donc et recherche de téléphone qui est intégré. On a les autres comptes, donc là on peut voir tout ce qu'il y a. Service de localisation, stockage et sauvegarde. Donc là on peut voir, on a 60 Go, donc on peut sauvegarder les données et restaurer, vider les fichiers indésirables, restaurer les valeurs d'usine et la connexion USB qu'on peut contrôler à partir d'ici. Longueur, application, accessibilité, mise à jour. À propos, ici on a plus rien pour le coup. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est qu'au final, avant on devait aller dans à propos pour aller dans stockage. Ici ils ont mis stockage ici. Donc ce qui fait que Flyme, ça s'est beaucoup amélioré dans le sens où justement ils ont réglé pas mal de petits soucis de logique et ils ont rendu ça beaucoup plus agréable à l'utilisation. On a aussi le navigateur qui est un peu particulier, qui est parfois sympa, parfois un peu plus chiant, parce qu'il prend pas par exemple, vous savez, les captcha, il les prend pas du tout en charge, donc ce qui fait que si vous avez un captcha à remplir, vous ne pouvez pas. Vous avez l'application en sécurité, donc nettoyeur, données, liste blocage, autorisation, batterie, antivirus. On a en tout cas, au niveau de l'appareil, en fait, au niveau de la surcouche, Flyme ici, c'est quand même beaucoup mieux. J'avais une appréhension lorsque j'avais parlé du Z2, sur le Z2 de Flyme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on perd énormément de fonctions par rapport à ce qui est prévu dans la surcouche de base chinoise. Alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'on en perd un petit peu. Autre chose, ils ont le 3D Press, si je dis pas de bêtises, du côté de Meizu, donc c'est un peu comme 3D Touch chez Apple, qui utilise en fait vraiment la même technologie. Là où Google, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de choses particulières. Là, il y a besoin de l'écran particulier, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir appuyer comme chez Apple. Ce qui fait que, au final, même sur la plupart des applications natives, c'est pas activé. Il y a quelques applications, mais c'est tellement limité que l'utilité est vraiment limitée justement. Hop, nouveau contact. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages? Créer un nouveau message. C'est clairement pas utile. Ici, est-ce qu'on l'a? Non. Paramètres, est-ce qu'on l'a? Non. Alors que ça aurait pu être utile quand même. Vidéo, non. Galerie, non. Vous voyez, c'est que... Ah si, on a local, on a... Ah si, d'accord, il faut vraiment appuyer fort. VLAN, accessibilité à propos du téléphone. Si fait le Play Store, est-ce que... Non, il ne le fait pas. Donc ce fait qu'il faut vraiment appuyer fort, hein, vous imaginez bien. Voilà, tous les fichiers, vidéo, miroir, non, là, non, forcément, il ne le prend pas en charge. Deezer, normalement, non. Donc clairement, on va être limité, quoi. Et l'intérêt, au final... vous voyez... Météo, non, même pas. Notes. Voilà. Bon, déjà que je trouve ce type de fonction très limité en termes d'utilisation, mais alors là, je trouve que c'est encore plus inutile. Optimiser le nettoyeur de fichiers, à la limite, ok. Navigateur, nouvel onglet. Rechercher, ouvrir la page, attendre, signer. Voilà. Moi, je trouve ça pas utile. J'ai même failli pour le coup, même l'oublier. Donc, c'est pour dire quand même. C'est pas forcément très utile et c'est pas très bien implanté encore. Google arrive à faire des choses de façon native qui sont un peu plus intéressantes et encore, mais c'est tellement peu implanté pour le coup que ça n'a pas d'intérêt, surtout sur le Meizu pour le coup, où ça n'a quasiment strictement aucun intérêt puisque comme beaucoup d'applications sont hors du store, par exemple si je fais Facebook, forcément ça y est pas. Twitter non plus, Discord encore moins. Donc voilà, ce qui fait qu'il faut même pas y penser. En tout cas, ça reste une surcouche qui est assez fluide, qui est moins bridée qu'au départ. Au départ, avec Flyme 5, elle est très bridée. Là, elle est moins bridée. On peut le voir, on a quand même pas mal d'applications qui sont en cache, là où d'habitude, tout est fermé, on a 3 apps qui restent ici. Donc, ce qui fait que là-dessus, c'est plutôt cool et ça s'améliore de ce point de vue-là. Après, c'est une surcouche qui est, visuellement, en tout cas en termes d'animation, comme vous pouvez voir, c'est très, très bien fait. C'est assez bien fait, donc ça on va le faire. Non, on peut faire Deal Labs. On peut voir qu'au niveau de ce point de vue-là, c'est très fluide. Ils ont vraiment amélioré ça, et ce qui fait qu'on a un peu un côté iPhone, mais c'est bien géré, c'est bien fait, et c'est beaucoup plus agréable visuellement, et même globalement pour la surcouche.
Au niveau de l'écran, donc on est sur un écran 2K en 5.7 pouces, donc 2K 2560 x 1440p, le tout en AMOLED. Donc un écran qui est donc plutôt pas mal du tout, je trouve. Les blancs sont vraiment bons. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut régler bien évidemment les températures si l'on le désire. Et en plus de ça, on peut régler aussi le mode yeux doux, donc qui va permettre de gérer en fait, justement en fait par rapport à la lumière bleue. Donc ça c'est bien surtout pour le soir, sachant que vous pouvez l'activer directement ici. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc voilà, un écran que je trouve vraiment pas mal. Au niveau des couleurs, ça s'est beaucoup amélioré. On a des blancs qui sont très beaux, et ça c'est pas forcément... on n'a pas ça régulièrement sur un AMOLED, surtout en dehors de Samsung. En général, on a quelque chose qui tend plus vers le jaune ou quelque chose de grisâtre. Là, on a un blanc qui est vraiment un blanc pour le coup et beau à regarder, ce qui fait que ça aide beaucoup. Un écran qui n'est pas non plus pentil, donc ce qui fait que dans tous les cas, c'est un écran qui est à la fois qui est lumineux, hop ici, donc on peut voir très peu lumineux. Donc pour le soir ça c'est bien, et dans la journée pas de souci aussi, ça reflète très bien la lumière du soleil, ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de lisibilité, et au niveau des angles de vision forcément on est très bon aussi. Donc là-dessus, pas de souci, on est sur vraiment un très bon écran. Meizu s'améliore vraiment beaucoup de ce point de vue-là, puisqu'il a tendance un petit peu à abandonner, notamment au niveau du rouge, à abandonner le rouge un peu trop pétant qu'on avait avant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, et on a des couleurs qui sont maintenant... on a un écran qui reste encore en soi, qui reste assez vif en soi, mais sans être saturé inutilement. Donc c'est vraiment agréable d'avoir un écran qui est neutre sans être terne. Au niveau aussi de la partie tactile, donc la partie et la vitre en soi, au niveau des rayures, ça résiste plutôt bien. Je sais pas quel est le traitement exact, mais c'est plutôt bon d'ailleurs, et ça résiste vraiment pas mal aux rayures. Il y en a quelques-unes quand même, mais j'en ai moins que sur certains smartphones où ça a tendance à se faire dès la sortie de boîte pour moi. Là ici, j'en avais une qui avait déjà lorsque j'avais l'appareil. J'en ai pas refait d'autres particulières, ce qui est un exploit pour le coup, puisque c'est tellement rare que ça mérite d'être dit. Et pour terminer, l'écran, on a aussi ce mode où on peut afficher l'heure, l'heure qui s'adapte un peu à la lumière d'ailleurs, puisque selon la lumière, il va être plus ou moins présent. En tout cas, c'est très peu lumineux, mais même au soleil, on pourra quand même pas mal deviner l'heure qu'il y a. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Au niveau de la partie jack, donc là, on est sur une très bonne puce, puisqu'on est sur une puce Sabre ES9018 K2M que l'on avait déjà sur le Meizu Pro 5 et qu'on retrouve encore ici aujourd'hui. Donc une puce qui est une puce compacte quand même pour tout ce qui est un peu embarqué, mais qui est une excellente puce et qu'on a l'avantage d'avoir dans ce smartphone. Donc là cette fois-ci pas besoin d'avoir un DAP, ce qu'on appelle un DAP, donc en gros un MP3 de très bonne qualité à côté pour avoir un bon son. Cette fois-ci il est intégré au téléphone, et c'est là tout l'intérêt de ce téléphone, et donc ce qui fait que une puce qui est très très agréable. On est pour les exemples que j'ai, par exemple par rapport au Snapdragon 820 qui est dans les puces audio, on va dire, de smartphone dans le haut de gamme, qui reste très bon, même par rapport à la concurrence, eh bien, ça lui met une claque. C'est-à-dire que c'est très bon pour du smartphone sans puce dédiée, mais si on compare une puce dédiée, il s'écrase complètement. On va avoir un son qui est beaucoup plus clair, on va avoir aussi, au niveau des instruments, quelque chose de bien plus spacieux et bien mieux séparé. Ce qui fait qu'en gros, via toujours mes KZ ZS5 et ZST, on a un gain considérable entre un smartphone haut de gamme avec un Snapdragon 820 ou 835 et par rapport à ça. Donc là, ça va répondre déjà à deux choses. Tout d'abord, ceux qui veulent un son vraiment très bon, vraiment au-dessus du lot. Mais bien sûr, il faut le casque ou les intras qui vont avec. Donc, il faut aussi avoir des notions pour savoir qu'est-ce qui va avec. Mais aussi, ça va permettre pour justement les casques. Vous savez, vous avez des casques qui nécessitent une alimentation beaucoup plus grosse que ce que la plupart des smartphones peuvent alimenter. Avec ce smartphone-là, on pourra alimenter des gros casques. Et donc, ça va permettre d'utiliser ces gros casques directement sur le smartphone et pas
dans le même principe que tout à l'heure, avoir besoin d'avoir quelque chose de dédié à côté, donc un MP3 dédié, pour pouvoir en profiter. Là, c'est tout intégré et c'est quand même le gros avantage. Donc en plus de ça, le fait que ce soit connecté, on peut utiliser donc bien sûr la mémoire interne, mais aussi tout ce qui est application streaming. Alors j'ai pas la meilleure pour le coup puisque j'ai Deezer, mais vous avez Tidal ou Cubose qui permet justement ce type de... Non, c'est Cobuzz, je dis des conneries, c'est Cobuzz, qui permet d'avoir des fichiers extrêmement, très peu compressés au final, pour avoir un son excellent, mais pour ça, il faut avoir les oreilles pour. La seule chose que je déplore et qui est en soi HS et non en même temps, c'est que sur le Pro 5, on avait droit à une carte SD, enfin on pouvait mettre une carte SD, alors que là, ils l'ont supprimé. Ce qui fait que si vous voulez mettre beaucoup de mémoire, il faut prendre la version 128 qui n'est pas vendue en France et qui est donc un peu plus chère forcément. Et donc ça limite quand même, je veux dire pour ceux qui ont une carte SD très complète avec, je sais pas, 64 Go supplémentaires de musique ou 128, ils vont être forcément limités à devoir tout balancer ici avec toutes les applications qu'il y a. Il suffit qu'ils soient en plus un peu gamer pour que ce soit vite rempli. Et donc on va devoir se limiter. Je ne comprends pas cette perte, surtout qu'on a une amélioration notable de tout ce qui est carte SD, avec tout ce qui est CLADIS, UHS1, UHS2, UHS3, qui sont des choses qui sont très rapides aujourd'hui, qui correspondent à peu près à ce qu'on retrouve dans des téléphones plutôt bas de gamme, mais qui se défendent plutôt bien, on va dire, dans les 100 euros. Donc je trouve ça dommage d'avoir sacrifié la carte SD pour pas de raison particulière au final, à part faire payer la version supplémentaire. On va parler l'un des plus gros défauts de ce téléphone, c'est-à-dire que c'est un peu moyen pour le coup, puisque là on va parler de l'appareil photo avec l'IMX 386, qui donc a quand même un capteur laser qui fait office de capteur cardiaque, et aussi le flash d'ILED. C'est un appareil photo qui est stabilisé, et donc ce qui fait que ça déjà c'est plutôt bien, plutôt pas mal puisqu'on a une stabilisation optique. Par contre le capteur lui est assez, j'étais très déçu, notamment au niveau de la gestion des couleurs, au niveau des détails surtout. Ça a été pour moi la plus grosse déception, mais après il faut s'y attendre un peu. Forcément, comme je l'ai dit précédemment, il a une puce dédiée à l'intérieur qui coûte quand même une certaine somme. C'est une puce qui est quand même assez chère déjà dans le commerce sur tout ce qui est dédié au son, mais l'intégrer dans le smartphone, forcément, quand on vend un smartphone à 500 euros, ça a un coût. Donc forcément, il faut faire des coupes. Et là, pour le coup, par rapport au Pro 5, vous avez mis un IMX 230 qui est excellent sans stabilisation. Là, c'est un IMX 386 qui est beaucoup plus milieu de gamme, mais qui est stabilisé. Pour autant, le problème que j'ai avec ce capteur-là, c'est que au niveau de tout ce qui est justement, alors j'essaie de pousser un peu la luminosité, tout ce qui est photo, le post-traitement va tellement, et pour ça je vous conseille de regarder l'album photo pour comprendre, soit il y a un problème de lentille, la lentille est de très mauvaise qualité, ce qui explique au niveau que les détails soient aussi mauvais, en fait, aussi peu nombreux, soit la gestion logicielle est mauvaise. Je me rappelle quand même pas faire des photos aussi mauvaises avec le Meizu MX6, donc c'est ça qui m'étonne un peu, mais au final, pour avoir une photo à peu près sympa et agréable à l'œil, il fallait que je la retouche via Google Photos. Donc il y en a une qui va être dans l'album, qui va être retouchée, qui va montrer la différence. Néanmoins, on a quand même quelque chose qui manque sérieusement de détails, et c'est très désagréable. On voit trop les limites, on voit trop que c'est retouché en fait. Je sais pas comment le montrer là, mais il y a trop de retouches sur la photo, ce qui fait que ça nuit d'ailleurs aux détails, puisque ça a tendance à un peu trop lisser certains contours, alors que sans lissage, en fait, je suis sûr que la photo aurait été un peu mieux détaillée et un peu moins forcée au niveau de la retouche, parce que ça se voit parfois trop. Et ce qui fait que... Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de petits détails vont être passés à la trappe. Les couleurs sont pas terribles, je trouve, ce qui fait que ça donne un rendu qui est pas extraordinaire. L'autre chose que j'avais déjà avec le Meizu MX6, par contre en photo ils aiment toujours abuser de la partie violette. Ça c'est quelque chose qui est assez marrant à regarder, mais beaucoup moins quand on doit faire avec. Mais sur certaines photos on voit vraiment, même le Meizu MX6, je me rappelle pas que ça manquait autant de détails. J'ai l'impression qu'on se retrouve face au Meizu MX6, je suis sûr que le MX6 s'en sort mieux. Alors pourtant il est beaucoup moins cher, il est censé être d'une gamme en dessous. Là, on voit toujours ce côté un peu abusé de ce point de vue-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Alors, des photos intéressantes. Après, on a la photo de la fleur. Parfois, il y en a qui passent plutôt bien. C'est peut-être celle-ci. Celle-ci s'en sort
pas trop mal, mais pour moi il manque quelque chose. Je trouve qu'elle manque un peu de détails. Là en tout cas c'est pas trop mal, mais c'est trop rare d'avoir une photo assez réussie en termes de couleur ou quoi que ce soit. Donc moi j'étais assez déçu, et ce qui fait que l'appareil photo qui en soi n'est pas très très intéressant. Par contre, la chose très positive, c'est quand même que l'application photo avec Meizu MX6, avec Flyme 6, c'est nettement amélioré. On a une gestion alors des photos beauté, hein, pour ceux qui veulent avoir une belle gueule tout simplement, sans bouton comme moi, hein, bien sûr j'en ai pas du tout. Par contre ce qui est bien, c'est qu'ils ont intégré enfin l'HDR directement ici. On a un système ici de filtre qu'on a ici, on a le flash qu'on gère ici, on a les différents modes ici, donc prise de vue par, je sais plus quoi, par intervalle, donc ça peut être intéressant. Faut voir, on a le ralenti, le panorama, champ lumineux recherché, GIF. Ça reste assez limité, mais ça a le don d'être là, surtout le mode pro, qui lui est assez complet, comme vous pouvez le voir, puisqu'on va pouvoir gérer donc le temps d'exposition, donc là jusqu'à 20 secondes, ISO, donc le zoom, enfin pas le zoom, mais la mise au point, ici donc la lumière, ici la saturation, le contraste, et aussi la balance des blancs. Voilà un petit peu pour la partie pro. Après on a bien sûr ici le capteur avant qui est pas trop mauvais sans être exceptionnel. On est ici alors pour la gestion ici donc en 5 mégapixels et là en 12. Voilà pour cette partie là. Donc je suis pas emballé vraiment par l'APN. Je le trouve assez moyen. Si c'est pas dans vos critères principaux, ça peut faire l'affaire. Si c'est un critère très important, ça risque de pas être très intéressant. Après, on n'a pas vraiment, à part peut-être Bibo, mais je connais pas assez, c'est surtout de l'import. En plus de ça, c'est vraiment fait que pour la Chine. Je vois pas d'alternative avec un très bon son et un très bon appareil photo. Ça n'existe pas encore en tout cas. Peut-être bientôt avec le Meizu Pro 7 qui va arriver. Mais là, pour le coup, pas terrible. Donc ce qui fait qu'après, je vous laisse quand même vous faire votre avis dans l'album que vous avez dans la description. Et tout simplement après... Au niveau de l'autonomie, alors là, donc pour montrer un petit peu, donc avec la petite application ici, enfin mon petit truc ici, mon petit truc Excel. Donc au niveau de l'autonomie, en gros, j'ai pas été emballé. On a une batterie de 3400 mAh, on a quand même la charge rapide, mais 3400 mAh, on fait un peu moins bien que ce que propose Samsung avec le Galaxy S7 Edge qui avait 3500, où j'étais entre 5 et 6 heures, j'étais pas très très content là-dessus. Mais là, on est à entre 4 et 5 heures, comme on peut le voir ici. Je sais pas, non, je peux pas le choisir. Donc 4 et 5 heures. Alors c'était sous Flyme 5 en plus quand il était bridé. Mais maintenant on est à plus environ aux environs des 4h30, 5h30, je dirais, aux alentours des 5 heures en gros. Et ce qui fait que c'est quand même pas terrible. Donc Meizu pour le coup n'a pas su gérer ce Exynos 8890. Et ce qui fait qu'on aura une autonomie un peu moyenne. Par contre, le plus étonnant, alors je l'ai pas marqué ici, mais le plus étonnant, c'est qu'on fait quand même 8 heures écran allumé lors du test YouTube. Donc 8 heures, ça fait quand même plus que le Galaxy A5 2016. C'est le meilleur du classement avec le Moto Z Play ou encore le Asus Zenfone Zoom S. Mais pourtant, dans la réalité, il est loin de ça. Donc, comme quoi, déjà, ça montre que parfois, bon, certaines exceptions, c'est clair, mais 8 heures, c'est énorme par rapport à la réalité où je fais 5 heures. Donc 8 heures, sachant qu'il reste 15%, ça représente pas du tout la réalité. Donc ce qui fait que, voilà, je suis déçu, et ce qui fait que, au final, par rapport à YouTube, on est très loin de la réalité. Et on fera une petite journée, pas plus. Et je m'étais attendu plus à faire au moins 7 heures, avec l'écran de cas en 6 et 7 heures, et au final, j'arrive encore à être en dessous. Un peu particulier pour le coup, donc là on est sur l'Exynos 8890 qui est cadencé à 2 GHz au lieu de 2,3 et qui était sous Flyme 5 carrément bridé. On était à 2791 en mode normal et en mode haute performance à 3805. Sachant qu'un Galaxy S7 fait environ 5500 ou 5200 sur Geekbench, donc c'est quand même pas fou. Ce qui est bien avec Flyme, c'est qu'apparemment ils l'ont quand même beaucoup mieux géré, et au final dans les scores on se retrouve avec un score qui est bien meilleur, puisqu'en normal on est à 1330 et 4689, donc on est quand même bridé sur les performances, c'est-à-dire que normalement le processeur est encore bridé sur les cœurs haute performance, au lieu d'être à 2 GHz, peut-être à 1,7 par exemple. Donc on perd quelques points encore. Et pour terminer en haute performance, donc là on est à 1500, 5066, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus normal.
Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le choix entre haute performance et équilibré. On voit quand même qu'on perd 300 points dû au fait que on est à 2 GHz au lieu de 2,3. Et donc par rapport au score, au final, on s'en sort plutôt bien maintenant. Si on se met en mode normal, qui est le mieux en termes d'autonomie, donc 4700, là on le sent en fait qu'on est sur quelque chose d'un peu plus normal. On est quand même en dessous du S7 puisqu'on est cadencé moins puissamment justement, mais on est au-dessus du Snapdragon 820 ou du Exynos 7420. Donc c'est quand même une bonne chose et surtout c'est beaucoup plus normal d'avoir cela en face de nous. Il faut savoir quand même que ça a augmenté réellement la réactivité de passer sous Flyme 6 et d'avoir le processeur débridé. Donc je sais pas pourquoi il l'avait bridé, mais en tout cas en débridé on a la même autonomie, mais avec des scores bien plus performants et ça se sent même vraiment à la navigation. Au niveau des scores sur Manhattan, donc en long terme performance, on voit qu'on a perdu donc 16% de batterie, donc ça veut dire quand même qu'on a un score qui est assez correct. On est quand même en 1440p et en termes de score, on commence à 813 pour descendre à peu près à 650, on va dire 660. Ici, ça se stabilise. Donc, ce qui fait que on voit vraiment que c'est au fur et à mesure. Donc, selon par rapport à la température qui monte. Bon, alors, par contre, on ne sait pas à combien ça monte, ça qui est un petit peu dommage. Mais on sent que voilà, on doit avoir une petite limite qui se fait très rapidement pour descendre là. Si on compare directement, on va comparer au S7 qui est lui, on va aller directement S7 Edge. Hop ici, donc ça doit être alors Mali, voilà, donc c'est celui-là qu'on veut. Donc ce qui fait que forcément, comme là on est sur un Mali T880 MP10 au lieu de MP12, soit la version 128 Go étant MP12, on a forcément des performances un peu inférieures. Donc là on peut voir que si on cherche directement là où on veut, on fait 7% de moins en termes d'autonomie, donc ça c'est un peu dommage puisque justement là c'est l'optimisation, c'est-à-dire que Samsung a mieux géré avec plus de cœur. Par contre, en termes de performance, ça veut dire que Samsung bride beaucoup plus le processeur graphique que du côté de Meizu, puisque là on est à 648, donc un score 63 plus performant pour 7% de moins de batterie. On sent que là, pour le coup, Meizu a bien travaillé l'optimisation de ce point de vue-là. Ensuite, si on compare, on va les comparer à d'autres. Donc si on compare ici, hop, on va aller à 648. Qu'est-ce qu'on retrouve à peu près à 648 ? Pixel c'est non. Donc le Vernet Apollo Lite, sachant que lui, en plus de ça, en termes d'autonomie, on fait mieux. On va mettre 9 Pro, donc avec le Kirin 960, pour le coup ça est directement en face. Mettre 9 Pro, donc là on est sur quelque chose de très similaire. On a ensuite Wally Fox Swift de plus, alors ça n'a rien à voir. Si on compare au Meizu Pro 6S, qui en soi est une version du Pro 6, mais avec une batterie de 3000 au lieu de 2560, on fait un peu mieux en termes de performance graphique, mais on est en 2K, donc ce qui fait que si on est en 1080p, ce serait mieux, mais c'est très proche. Par contre, il fait un peu mieux en termes d'autonomie. Ensuite, là, on va vraiment descendre, on va remonter un peu. On va aller remonter, on va comparer par rapport au Honor 9, tiens. Honor 9 qui a une batterie de 3200 mAh, donc très proche. Hop, ici. Et on va voir. Donc en termes de performance, il fait largement mieux. Lui, il a un Mali G71 MP8 ou MP10, ce qui fait que ça le rend beaucoup plus performant. Après, il faut savoir qu'il est quand même en 1080p, donc 64%, sachant que normalement, il ferait à peu près la même chose. On va comparer dernièrement au Honor 8 Pro. Là, on fait quand même beaucoup mieux en termes d'autonomie. Donc on va aller chercher l'Honor 8 Pro pour terminer. Honor 8, Honor 6, Honor 5. Ah, je vais pas l'avoir. Honor V9, ça doit être lui. Bah oui, V9. Ça doit être lui, V8 V9, c'est ça. Ce qui fait que voilà, on fait la même chose, 686. Donc on fait les mêmes performances au final qu'un Honor 8 Pro, ce qui est quand même très très bon pour le coup, avec la même autonomie, sauf que lui, une batterie de 4000 mAh. Au niveau de la partie, donc ici, on est sur du... Hop, que je regarde bien. On est sur une mémoire qui est en UFS 2.0, on est à 418 mégabits par seconde pour la lecture, ce qui est plutôt pas mal. On a droit ensuite, ici, donc en écriture, là par contre c'est beaucoup moins bien, on est à 105, ça reste plutôt pas mal. Écriture aléatoire 133, lecture 16.
enfin non, lecture aléatoire, pardon, 133 et écriture 16, donc 16 ça descend beaucoup pour le coup. Donc on a une mémoire UEFS qui est pas extrêmement performante par rapport à ce que j'ai vu en tout cas. On est un peu en dessous de ce que je vois habituellement, donc ça reste correct, mais un peu en dessous, mais ça reste bien au-dessus par exemple que ce que nous propose par exemple le Meizu Pro 6 qui a que de l'eMMC 5.1, donc moins performant. Par contre il y avait certaines choses sur le Meizu MX6, notamment l'écriture aléatoire qui était meilleure, mais le plus important pour nous c'est la lecture, et globalement on est quand même sur un très bon score. Au niveau des jeux, donc forcément, comme on l'a vu juste avant, il est sur Flyme 6, Flyme 5, il était très très bridé. Donc en jeu, ça pouvait être pas forcément terrible sur le long terme, mais Flyme 6 le débride vraiment. Comme on le voit, il fait même mieux que le Galaxy S7. Donc c'est pour dire que Samsung le bride justement pour l'instant pour pas le faire trop chauffer. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un smartphone qui reste quand même assez bien. Ils ont bien contenu la chauffe, tout en ayant des performances qui sont très bonnes. On est sur 2 cœurs de moins et pourtant on fait bien mieux. Ce qui fait que c'est assez agréable. On fait aussi bien que ce que propose donc Honor avec le Kirin 960 qui en soit quand même une bête en termes de performance. Donc c'est quand même assez agréable, et donc pour tous les jeux on n'aura aucun problème, à part si vous en cherchez des problèmes. C'était naze, mais j'avais envie de dire n'importe quoi. Ce qui fait que clairement vous pourrez jouer à tous les jeux du store sans problème. Il sera très bien pour tous ceux qui sont un peu gamers sur les bords, en plus d'être audiophiles. Vous pourrez jouer à peu près tous les jeux du store sans problème, et surtout en plus de ça en 2K. Si en tout cas le jeu le permet, donc c'est assez agréable. Hop. Et là on se retrouve avec ça, voilà. Donc voilà Jordan, bravo à toi. Tu as droit à donc un bonbon pour être passé dans la vidéo, et surtout de me rembourser 2 secondes de ma vie. Sinon, donc voilà, donc après, ce qui est bien, c'est que ce soit en 4G ou en jeu, leur appareil n'aura pas tendance vraiment à trop chauffer, ça restera assez contenu, donc ça c'est plutôt bien de la part de Meizu, qui a réussi à contenir la chauffe, ce qui est quand même assez sympa pour le coup. J'ai réussi à en buter un juste avant de crever. C'est plutôt sympa. Donc voilà un peu sur cette partie-là. On va faire un autre jeu rapidement. Mais voilà, c'est là-dessus, pas de soucis. Vous pourrez jouer à tous les jeux sans problème. L'avantage d'aller chercher la puce de chez Samsung. On se retrouve sur Skyforce pour ceux qui seraient intéressés. Et donc un jeu qui est assez sympa, qui demande quand même quelques petites perfs graphiques, vu qu'il est quand même assez beau et 3D. Et donc on a droit, donc pareil à une fluidité qui est exemplaire, pareil avec l'écran 2K c'est très fin, donc pas de souci de ce point de vue là, vous aurez aucun mal à faire tourner sans problème le jeu. Donc pareil, donc comme je dis, la chauffe pas de problème, la fluidité pas de problème, ça a été plutôt bien optimisé, surtout sur Flyme 6, je le répète encore, c'est quand même assez important, le fait qu'ils aient vraiment travaillé sur Flyme 6, sur les drivers, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait une réelle optimisation par rapport à avant, où je pense que justement avec ce côté un peu bridé de Flyme 5, il n'aurait pas été aussi bien de ce point de vue là. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose, comme quoi Meizu fait attention, essaye d'optimiser au mieux les drivers, comme quoi ça arrive surtout de faire au final mieux que Samsung avec ses propres puces. Donc bon, pas encore au niveau de l'autonomie, mais au niveau des performances, en tout cas c'est le cas. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Comme quoi, Meizu, il faudrait qu'il continue avec Exynos. Là, on l'aura pas cette année avec le Meizu Pro 7, mais il se débrouille bien. Après, forcément, vu de l'autonomie un peu moyenne, je peux comprendre qu'il soit allé chercher du côté de Mediatek pour diverses choses. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, en jeu, pas de souci. Alors, que penser de ce Meizu Pro 6 Plus? C'est un appareil qui m'a moins convaincu que le Pro 5, où j'en étais réellement tombé amoureux au moment où je l'ai eu, mais j'avais pas les écouteurs qui allaient, donc forcément c'était un peu compliqué pour dire si le son était réellement bien ou pas. Aujourd'hui j'ai quand même des écouteurs qui sont largement mieux et qui me permettent de faire la différence avec ce qu'il y a autour de moi, puisque j'ai plus de haut de gamme aussi, j'ai plus d'expérience et des téléphones plus haut de gamme aussi à tester, mais néanmoins c'est un smartphone qui quand même a pas mal de petites qualités. On va parler tout de suite des défauts histoire de les éliminer. Je le répète, c'est surtout l'appareil photo, où soit le post-traitement soit la lentille est vraiment mauvais, et l'IMX 386 c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus haut de gamme non plus, ce qui fait que niveau photo on est sur quelque chose de correct sans être vraiment sur quelque chose pas à la hauteur de sa gamme, en tout cas ça c'est sûr. On est sur une gamme en dessous pour la photo. La perte de la carte SD pour moi c'est aussi quelque chose qui est vraiment important et qui je trouve est vraiment dommageable. On a l'autonomie qui est assis. Oui, l'autonomie est assis. Vous le saviez pas? On a une autonomie assis. L'autonomie qui est assis, elle, par contre, malheureusement en retrait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, enfin en tout cas que j'ai eu l'habitude avec le Meizu Pro 6 qui était très bon, de ce point de vue-là, est vachement bien optimisé, mais qui avait apparemment perdu après avec des mises à jour qui débloquaient justement la puissance
puissance. On avait aussi le Meizu MX6 aussi qui se débrouillait plutôt bien, le Pro 5 qui était pour le coup est très étonnant de ce point de vue-là. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus moyen, de moins bien que ce que propose Samsung en termes d'optimisation. Alors, peut-être que, vu que j'écoute beaucoup de musique, c'est possible que ça ait joué aussi, puisque ça consomme beaucoup, forcément. Mais tout de même, je suis un peu déçu de ce point de vue-là, je m'attendais un peu mieux. Donc, ce qui fait que, en espérant que le Pro 7 Plus surtout soit mieux de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est un peu moyen. Après, ça fait la journée, donc après, tout dépend selon ce que vous cherchez. Par contre, les points positifs, forcément, la puce son qui est excellente, et qui est donc intégrée, et plutôt bien intégrée. On a droit aussi à une jack, c'est con, mais c'est bien à dire quand même. Un design unibody les finitions sont vraiment excellentes quand même. On a déjà l'habitude du côté de Meizu, mais là ce qui est bien, c'est que le petit bonus par rapport à d'habitude, c'est qu'on a droit à un design qui, pour le coup, assez unique, enfin assez Meizu tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un iPhone un peu chinois, c'est que là on a l'impression d'avoir juste du Meizu en face de nous. C'est très con à dire, mais je suis content et ils ont l'air de continuer dans cette voie et aller chercher un peu le côté un peu plus unique à chaque fois, ce que j'apprécie comme geste, on va dire, comme prise de risque aussi, mais déjà avoir sorti ce design là, ça me prouve vraiment qu'ils veulent sortir de ce côté un peu, justement, ce côté un peu Apple qu'on retrouvait avec les Meizu MX6 et Pro 6. On a un écran qui est 2K, alors on l'avait déjà avec le MX4 Pro, il s'était rétracté avec le Pro 5, il réitère maintenant et on l'aura pour le prochain aussi. Un écran 2K qui est toujours AMOLED, ce qui est toujours très bien, hein. Ça fait partie des rares acteurs qui sont toujours là pour prendre de l'AMOLED et qui en plus de ça sont toujours très très réussis. Je veux dire, à chaque fois que j'ai eu un AMOLED de chez eux, que ce soit le Pro 5, le Pro 6 ou même celui-là, il a toujours été très bien réglé, à part avant on avait le rouge qui était vraiment pétant de chez pétant, mais aujourd'hui on est sur quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup mieux géré. C'était pas avant, c'était surtout une mode en Chine où ça permettait, pour ceux qui avaient la peau un peu blanche, d'avoir une peau un peu plus colorée. C'était surtout pour ça, en fait, l'idée. Là, pour le coup, ils ont abandonné ça, ils ont gardé ça un peu pour la photo, en fait, j'ai l'impression. Mais on a un écran qui est beaucoup plus neutre, et ça, c'est quand même vachement agréable. La dernière chose qui n'entre pas en compte derrière, qui était un défaut mais qui a disparu depuis, c'est que donc j'utilise soit une SIM Bouygues soit une SIM Free et j'avais des gros problèmes de connexion. Enfin, sur la SIM Free, c'est-à-dire que accrocher une antenne Free, c'était pas... Déjà, ça mettait 5 minutes. Donc sur Flyme 5, on avait droit, j'arrivais pas du tout à accrocher l'antenne. Heureusement, avec la mise à jour Flyme 6, ça a réglé totalement ce problème, et ce qui fait que ça accroche normalement les antennes 4G, et j'avais plus de coupures que j'avais chez Bouygues. Parce que sur Bouygues, par exemple, sur du Clash Royale, il faut avoir un débit constant et stable, ce qui n'était pas le cas avant Flyme 6. C'était très instable et c'était pas très désagréable. Donc heureusement que ça a été fait et que j'ai attendu Flyme 6 pour sortir la mise à jour, que je l'ai eu un petit peu avant de sortir la mise à jour, de sortir le test, j'y arrivais. Vive la fatigue, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus dommageable sur le téléphone. Ça a réglé beaucoup de problèmes, et donc ça a réglé un problème qui pour moi était très très vite chiant pour le coup. Autre chose, pour continuer sur Flyme, pour les services Google, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai mis un lien de l'application New Google Installer qui va vous permettre d'avoir les nouvelles versions là-dessus, et donc d'avoir un maximum d'applications débloquées. C'est safe, ça vient de chez du forum MIUI tout simplement, que j'ai uploadé moi sur Drive, donc pas de souci de ce point de vue là, ça installe tous les services Google, etc. très rapidement là-dessus. Parce que aussi sur Flyme 5, je voyais pas l'App Store alors qu'il était, sur Flyme 6 il apparaît. Donc au moins vous l'avez de côté, vous savez où le trouver très simplement, juste en dessous de la vidéo si vous pensez l'acheter, comme ça vous le gardez directement de côté. En tout cas voilà, un smartphone qui n'est pas parfait, qui je trouve est moins incroyable que le Pro 5 à son époque, ça a peut-être changé d'ailleurs pour lui, mais qui reste quand même plutôt un bon smartphone en soi, qui est dans son principal défaut au final, parce que l'autonomie on en retrouve beaucoup avec ce problème là, c'est la photo qui est en retrait, puisque la puce son a dû surtout manger je pense un peu au niveau du budget là-dessus. Mais sur tout le reste,
Flyme a fait un très bon travail comme ce que j'ai l'habitude de voir maintenant, et surtout on va pouvoir voir avec le Pro 7. Surtout qu'en plus de ça, alors je sais pas si c'est temporaire ou pas, comme je le redis, mais aujourd'hui on le trouve à 400€ en 64 Go. Je pense que ça va être une promo qui va être définitive pour justement faire apparaître petit à petit ces Pro 7 et Pro 7 Plus, et qui vont permettre d'avoir un prix un peu plus plancher de ce point de vue là. Donc il se met face au donc on retrouve maintenant à 422€ je crois sur Amazon, 400€ sur matériel.net. On le retrouve face au Honor 9, ce qui fait que ça en fait une excellente alternative, et on a les avantages et défauts voilà, ça bouge un petit peu. On est sur quelque chose qui est vraiment concurrent à ça. Par exemple, par rapport au Honor 9, vu que lui, il a une puce son en carton, lui, par rapport à lui, lui, c'est le jour et la nuit. Par contre, le Honor 9 aura un bien meilleur appareil photo. En gros, c'est ça, sur lequel ça va jouer. Voilà, j'en ai terminé en tout cas pour ce test. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.